Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. En moins d'une semaine, le mot Omicron a monopolisé les manchettes des grands médias autour du monde. Ce variant de la COVID-19 qui provient du sud du continent africain nous rappelle durement que la lutte au virus dépasse largement les frontières politiques érigées par l'homme. Quelle leçon on doit tirer de cet autre chapitre de la COVID, de la pandémie? On va en discuter. Gros menu ce matin avec Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Avez-vous l'impression que le plan de match, la stratégie, donc les décisions prises par Québec et aussi par le Canada, on s'est adapté depuis le début de la pandémie? On sait que ça a été difficile pour le gouvernement Trudeau lors de la première vague, même la deuxième en quelque sorte, de fermer les frontières, particulièrement avec les États-Unis. Plusieurs avaient critiqué, je crois, à juste titre, le gouvernement d'avoir trop attendu. Maintenant, est-ce que c'est si facile que ça de fermer des frontières quand on sait que l'économie canadienne dépend en très bonne partie des importations et des exportations? La réponse, évidemment, c'est non. Par contre, moi, ce qui me tarabusse avec ce qui se passe en ce moment avec le nouveau variant, le Omicron, c'est que c'est encore une fois la preuve qu'on ne veut pas, la preuve d'une conclusion qu'on ne veut pas, accepter en quelque sorte, et c'est la suivante, c'est que notre monde, Frédéric, est absolument interconnecté, et probablement que de plus en plus, nous allons faire face à des problèmes d'envergure internationale, et à ça, on essaie de lui offrir des solutions internes, des solutions nationales. Donc, par définition, on y arrivera difficilement, on n'y arrivera pas. Et je pense notamment au réchauffement climatique également. On en avait parlé il y a une couple de semaines lorsqu'il était question de la conférence de Glasgow. Parce que lorsqu'on parle des différents variants, on constate que souvent ils émanent d'endroits, de régions dans le monde où soit les vaccins ne sont pas encore administrés ou encore le taux de vaccination est très faible. Oui, en fait, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans l'optique où ici, je pense qu'on va s'entendre sur le fait que ceux qui ne sont pas vaccinés le seront probablement jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les vaccins supplémentaires? Qu'est-ce qu'on a fait avec ce surplus de vaccins? Allez savoir. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces vaccins-là avaient une durée de vie relativement courte. J'ai compris qu'on en a gaspillé quand même une portion relativement appréciable, plutôt que de les offrir tout simplement à certains pays moins favorisés. Je sais que plusieurs détestent cette espèce de logique-là, de mécanique d'aide internationale en disant pourquoi ne pas s'occuper de nous avant de s'occuper des autres. La réponse est peut-être ceci, c'est que s'occuper des autres, c'est aussi au final, s'occuper de nous quand on y pense. Mais qui doit assumer, on va dire, là, si on se dit qu'on doit s'attaquer donc à ce problème-là parce qu'on constate que ça ne marche pas pour l'instant, il y a toujours un variant qui va émerger quelque part, qui pourrait ou qui doit assumer, on va dire, on va parler d'un leadership pour coordonner des actions efficaces à l'échelle planétaire? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un gros menu pour une chronique radio à 7 heures le matin, mais moi, ça fait déjà quelques années que je plaide. Bon, évidemment, personne ne m'écoute, c'est pas très grave. Mais on vous écoute, nous. J'ai cette chance-là que je plaide pour un gouvernement mondial qui ne soit pas absolu. Le Canada continuerait d'exister, le Québec aussi avec leur gouvernement respectif, mais en d'autres termes, avoir une ONU qui soit relativement musclée, costaude, et pas seulement en matière militaire, comme plusieurs parlent souvent. Moi, je pense que ça prendrait clairement des politiques internationales applicables, notamment en matière de santé. Parce que là, c'est bien beau l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui émet des directives, puis qui dit qu'il aimerait mieux ci, puis qu'il aimerait mieux pas ça. Mais si, au final, les pays ne suivent pas les directives parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a pas de coordination internationale nécessairement, particulièrement, là, on le voit là, dans le cadre d'une pandémie. Une pandémie, par définition, c'est mondial. Or, je le répète, comment peux-tu régler un problème d'une envergure internationale avec des politiques qui tout le monde fait de son mieux? Mais on n'y arrivera pas. Puis encore une fois, l'OMS a dit hier, ne fermez pas vos frontières. Pourquoi? Parce que ça va être pire pour les pays défavorisés qui vont perdre au change en termes de tourisme, en termes de commerce, et ainsi de suite. Donc, ils vont encore s'appauvrir. Donc, on voit qu'il y a cette dichotomie-là entre les pays riches et les pays qui le sont moins. Il y a deux blocs, si on peut dire. C'est un peu manichéen, là, ce que je vous dis là, mais vous comprenez. Il y a deux blocs, en quelque sorte. Les riches pensent à eux. Les moins riches, tant pis qu'ils aillent au diable. Or, on oublie, et je me répète encore une fois, c'est qu'en laissant au diable, justement, les moins favorisés,
mais ce sont les plus riches qui finissent par casquer. On le voit encore, il y a peut-être une 5e vague qui s'en vient avec Omicron, on verra bien. Et peut-être qu'on aura à prendre des mesures encore plus drastiques qu'à l'époque si une telle chose était possible. Et ce qui est intéressant, cette instance mondiale qui pourrait peut-être être plus musclée, pourrait aussi non seulement agir en santé, mais comme vous l'avez mentionné, en question environnementale aussi, ça serait aussi peut-être une façon d'appliquer, de s'attaquer à la crise climatique d'une manière plus sérieuse. Je vous dirais que même en fait, en une seconde, je ne vois pas d'autres options, Frédéric, en matière de réchauffement climatique. Si les initiatives nationales continuent à être aussi disparates, aussi mal coordonnées, je pense qu'on peut oublier ça tout simplement. Et la pandémie est en quelque sorte une espèce de décès, si on peut dire, à ce niveau-là. Frédéric Bérard, vous savez qu'on aime faire appel à vos connaissances en droit, en constitution. J'aimerais qu'on aborde deux aspects particuliers de la pandémie parce qu'on voit des solutions qui sont appliquées ailleurs dans le monde et on se dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ici? On va dire des solutions radicales. Tout d'abord, à Singapour, on pouvait apprendre que là-bas, on a décidé de faire payer les frais médicaux pour les non-vaccinés qui se rendent à l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait faire ça ici, au Canada, demain? Vous savez que Singapour, c'est un peu rock'n'roll en matière d'état de droit parfois. Particulièrement si vous laissez une gomme sur le trottoir pour faire de la prison, apparemment. Donc, je ne suis pas surpris de cette mesure-là. Ici, pour répondre rapidement à votre question, je ne crois pas que la chose soit envisageable. Premièrement, il y a une portion appréciable de l'argent québécois, de l'argent provincial, qui provient du fédéral en matière de santé. Et la loi fédérale, qui est la loi sur la santé, en fait, est très, très claire. Les soins de santé doivent être universels et gratuits. Donc, je vois mal comment on pourrait exclure ces gens-là en vertu de la loi actuelle, de un. Et de deux, est-ce qu'une charte canadienne ou une charte québécoise viendrait empêcher une telle mesure compte tenu du droit à la sécurité et peut-être même du droit à la vie parce qu'on sait qu'on peut en mourir? J'ai l'impression que oui, même si au final, on comprend l'idée derrière une politique semblable. Et maintenant, on va se déplacer en Autriche. Là-bas, en Autriche, comme en Allemagne, dont en Europe, on sait que ça frappe assez durement la fameuse 4e, 5e vague. En Autriche, on confinement strict à la maison, les personnes non vaccinées, outre pour aller travailler ou encore les besoins de base, aller à l'épicerie, par exemple. Sinon, on doit rester à la maison si vous n'êtes pas vacciné. Est-ce qu'on pourrait faire ça ici? Ça, par contre, vous voyez, au-delà de la légitimité d'une telle mesure, ça, j'ai l'impression que les chances de passer le test des tribunaux seraient pas mal plus intéressantes. Évidemment, c'est pas si évident que ça non plus, parce qu'on parle de restreindre le droit à la liberté. Mais rappelons-nous le discours de plusieurs au début de la pandémie en disant ben non, on n'a pas à confiner, on a juste à laisser les personnes âgées à l'intérieur et ainsi de suite. Or, ce serait un peu leur appliquer la même médecine en quelque sorte en disant n'étant pas vacciné, vous êtes vous-même le plus à risque, donc on vous protège contre vous-même en quelque sorte. J'ai l'impression que ça ferait un débat très très litigieux par définition en cours, mais par contre, est-ce que c'est une restriction raisonnable au droit à la liberté si, par exemple, on arrivait dans une 5e vague? Moi, j'ai l'impression que les tribunaux considéraient la question de façon, très sérieuse et rigoureuse. Mais comment on pourrait faire pour les identifier? Je me demande ça, là. Savoir moi, lorsque je marche dans la rue, je ne sais pas qui n'est pas vacciné. Oui, est-ce que les policiers pourraient, ça c'est le problème par contre, est-ce qu'il pourrait y avoir des interpellations policières arbitraires exagérées? La réponse est oui. J'ai le goût de finir avec une boutade en disant que c'est déjà le cas dans plusieurs villes du Québec. On a pu le voir cette semaine. Oui, ça brasse pas mal avec les policiers, donc plein de sujets. Mais Frédéric Bérard, merci beaucoup. Toujours intéressant d'avoir vos lumières, vos réflexions là-dessus et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. J'y serai avec grand plaisir. Au revoir. Il est